Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Africa Coaching Web TV, la télévision du réarmement mental. Des statistiques croisées démontrent que 80% des employés à travers le monde n'aiment pas les patrons pour qui ils travaillent et ce phénomène influe sur leur rendement. C'est donc la raison pour laquelle beaucoup d'entreprises, de structures et même de nations sont désormais à la recherche de vrais leaders. Mais c'est qui en réalité le leader? Qu'est-ce qui le caractérise? En quoi la nature d'une personne peut-elle influencer le rendement de ses collaborateurs au point d'influer dangereusement sur la vie d'une structure, d'une entreprise et même d'une nation? Voilà une série de questions dont la réponse va nous permettre d'orienter, de décider et d'agir pour une renaissance de l'Africain et de l'Afrique. Pour répondre, nous profitons encore une fois des connaissances d'un sachant en matière de stratégie politique et de leadership. Professeur en coaching et développement intégral, Patrick Armand-Pognon rejette l'émotion au détriment de la réflexion et de l'action. Comme à ses habitudes, il nous éclaire tout de suite depuis le studio Augustine, à la Natoire d'Amont, de Lomé, après cet élément. Professeur Patrick Armand-Pognon, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. 4 de vos collaborateurs ont fêté leur anniversaire, Coach Pognon, le samedi 13. C'était Fadei Gilbert, Bénin, revendeuse de pain et de miel. Zomaon Esterina Béatrice, béninoise, élève. Elle est enfant. Dimanche 14, le jour même de la Saint-Valentin, Agbanama Atime Florence, Allemagne, technicien supérieur en assurance. Et Agboruku Tony Mafonia Alain, il est au Bénin, il est enseignant. Que décrétez-vous pour eux? Je me réjouis déjà de savoir qu'ils ont l'opportunité de célébrer le début d'un commencement dans leur vie. Oui, l'anniversaire est un moment de méditation et de nouveau départ. Et je sais que c'est un nouveau départ dans la vie de tous mes collaborateurs pour cette année 2021 et particulièrement pour leur anniversaire. Je décrète pour eux donc que tous les bons. Je décrète pour eux que toutes les mauvaises choses qu'ils ont vues dans leur vie jusqu'à présent puissent être du passé. Et pour cela, il faut déjà poser un acte symbolique en célébrant le nouveau départ et en faisant en sorte qu'en 2021, nous puissions tous préparer notre jardin pour avoir la pluie. Dieu leur donnera le vouloir et le faire pour que oui, au soir de cette année 2021, ils puissent célébrer comme nous allons célébrer. D'entrée de jeu, dites-nous, c'est quoi Afrique Stratégie et pourquoi cette émission? Afrique Stratégie, pourquoi? Vous savez qu'il y a quelques années de cela, l'Afrique avait du mal à développer les compétences personnelles en termes de développement personnel, donc de coaching, alors que tout cela est né en Afrique. Il a fallu réinventer, il a fallu former, il a fallu transformer. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 5000 coachs formés parce que nous avons décidé de le faire et le développement personnel est devenu une question banale, de plus en plus banale en Afrique et donc les uns et les autres en profitent. De la même manière, nous avons constaté que l'Afrique étant aussi encore le berceau des stratégies, le berceau du leadership, nous nous rendons compte que de plus en plus, la formation au militantisme, la formation en matière de stratégie, la formation en termes de leadership manque. Et quand ça manque, ça donne lieu à la violence. Vous savez, lorsque les gens sont formés, outillés, ils comprennent qu'en réalité, on peut obtenir ce qu'on veut dans la tolérance, dans le dialogue, dans la communication, dans la compréhension. Mais lorsqu'ils ne sont pas formés, on obtient quoi? La violence, l'agressivité verbale et autres. Donc, nous sommes dans un nouveau départ historique pour l'Afrique, pour que comme les Américains sont formés depuis l'école en termes de culture politique, en termes de stratégie, que l'Africain puisse être formé en culture politique, en stratégie, en communication et autres, afin que nous puissions utiliser les principes de haut niveau en termes d'affirmation de soi que dans le dialogue, dans la tolérance, dans la compréhension, sans faire du mal à quelqu'un, sans agresser quelqu'un, nous puissions conduire ce continent vers les lendemains meilleurs. Dans cette émission, nous parlons de leadership pour le professeur Patrick Armand-Pognon. C'est quoi le leadership et en quoi peut-il influencer la vie d'une entreprise ou d'une nation? D'abord, le leadership est une influence. Le leadership lui-même se décline comme une influence. Et on peut dire oui parce que, en réalité, lorsque des leaders capables d'influencer positivement
une nation, une entreprise sont à la tête de ces institutions, soit à la tête de nos nations, ça ne peut que nous conduire vers la réussite. Mais ce n'est pas seulement ceux qui sont en haut, mais même les cadres, parce que si le chef se trompe et qu'on applaudit bêtement, il va nous amener tous dans le ravin. Il faut donc des gens pour éclairer et orienter. Vous savez, le leadership, c'est déterminer là où les gens sont en ce moment, déterminer là où ils rêvent d'aller. Et maintenant, construire les passerelles pour leur permettre de quitter là où ils sont pour aller là où ils veulent aller. Donc, vous comprenez que si nous avons des hommes et femmes capables de déterminer là où nous sommes, de déterminer là où nous allons et de construire les passerelles, ça doit permettre à chacun de suivre ces passerelles et de pouvoir aller vers ce qu'il rêve d'être. Donc, les leaders sont ceux-là capables d'inventer l'avenir, capables d'identifier l'avenir et donc de construire les passerelles pour quitter le point A où nous sommes pour aller vers le point B. Vous comprenez que défini comme ça, on ne peut que avoir besoin de leaders pour influencer positivement la gouvernance de nos entreprises et de nos nations. Alors, professeur Pognon, certaines de vos publications présentent le leadership, par exemple, comme un rôle, une identité et un comportement. Nous allons aller point par point. Expliquez-nous déjà en quoi le leadership peut être un rôle. Je l'ai expliqué tout à l'heure en disant que le leadership consiste à identifier là où les gens sont, à identifier là où ils rêvent d'aller et construire les passerelles. Vous voyez donc qu'il faut quelqu'un qui se donne le devoir, donc la responsabilité de pouvoir déterminer. Donc c'est un rôle. Je dois jouer ce rôle-là d'éclaireur. Vous savez, l'Afrique n'a pas besoin de dirigeants. L'Afrique n'a pas besoin de chefs d'État. L'Afrique n'a pas besoin de ministres et autres. L'Afrique a besoin de personnes pour inventer l'avenir et s'y investir. De personnes pour les faire rêver. Donc, c'est un rôle de pouvoir incarner une vision et mettre ça en action. Ce rôle-là, nous devons trouver des hommes et femmes en Afrique pour jouer ce rôle. Pas des hommes et femmes de pour et contre. On aura l'occasion de revenir. Pas des hommes et femmes de je suis d'accord, je suis contre. Non. Mais des hommes et femmes qui pensent à notre place, qui pense plus vite que nous, qui voit loin, qui identifie l'Afrique dans 20 ans, l'Afrique dans 30 ans, l'Afrique dans 40 ans et qui travaille à son avènement. Donc c'est clair et net que le leadership est d'abord un rôle et chaque leader doit se mettre dans ce rôle d'identifier l'avenir et de tracer les passerelles pour permettre aux uns et aux autres d'aller vers là-bas. Donc, on ne peut pas être un bon leader sans vision et sans action, c'est ce que vous dites. Évidemment, parce que la première caractéristique du leader, c'est ce qui le caractérise, c'est sa vision. Il nous amène où? Il nous amène où? S'il ne sait pas là où il nous amène, il n'est pas un leader. La première chose qui caractérise un leader, c'est est-ce qu'il sait là où il veut nous amener. Que vient faire l'identité, professeur Pognon, dans le leadership quand j'ai déjà une vision claire et des actions méthodiques? Très bien. Je veux amener des gens quelque part. Mais est-ce que je suis conscient de mon identité afin que je ne puisse pas poser des actes contraires à mon identité qui va amener les gens à ne pas me suivre? C'est un peu la question du to-be qui revient. C'est ça. Qui suis-je? Je vais vous donner un exemple très simple. J'avais voulu qu'on fasse une émission spéciale là-dessus, mais on a trouvé que on n'a pas besoin de toute une émission pour ça. Prenez quelqu'un qui a dirigé une nation pendant 5 ans et qui quitte le pouvoir. Il y a des choses qu'il ne peut plus faire. Il y a des choses qu'il ne doit plus faire. Parce qu'il a eu accès à un certain nombre de choses très importantes qui lui permettent de comprendre que la nation a besoin de son identité, de sa conscience de lui-même. Lorsque vous avez été chef d'État, vous avez été à des fonctions, de grandes fonctions dans votre vie, on vous respecte. On vous respecte pourquoi? À cause de qui vous êtes. Alors si vous oubliez qui vous êtes, vous allez descendre dans l'arène. Et en descendant dans l'arène, on va vous confondre avec les gens qui sont dans l'arène. Donc c'est très important que nous puissions comprendre qu'il y a une identité qui va avec le leadership. Donc si je suis leader et j'oublie qui je suis, je vais vous donner des exemples très simples. Patrick Amapouyon ne pas porter n'importe quoi y sortir. C'est ma conscience de moi-même qui voudrait que le leader que je suis, qui a la capacité d'influencer les gens en mal comme en bien, doit être conscient de qui il est. Je vous donne un exemple. Quand vous prenez la parole de Dieu, il est dit dans la parole de Dieu que quand vous voulez choisir un leader, choisissez parmi ceux qui ont une seule femme. C'est pour dire que si vous choisissez quelqu'un qui a 2 femmes, son identité de homme à 2 femmes
risque d'amener tous les jeunes qui s'identifient à lui à avoir 2 femmes. Donc, il faut qu'il soit conscient que, au-delà de ces droits, est-ce que le droit là qu'il veut utiliser ne va pas contre la conscience qu'il a de lui-même? Je vous donne un exemple très simple. Au Bénin, le fils du président Soglo a été attaqué par des personnes qui ont tiré sur lui. Le président Soglo est allé là-bas. À la sortie, il n'a fait aucune déclaration. Pourquoi? Parce qu'il est conscient de qui il est. Qui il est, qui a eu à diriger le Bénin pendant 5 ans, sait que ce genre de choses-là peut avoir 1000 explications. Et donc, il ne peut pas parler au hasard et brusquement. Il faut qu'il laisse le temps au temps pour que l'avenir lui révèle ce qui s'est passé réellement. J'ai aimé cette conscience de lui-même qui l'a amené à se retenir, malgré qu'il ait éprouvé dans sa chair, il a pu se retenir. Un leader est conscient de qui il est et ne dit pas n'importe quoi, n'importe où et n'importe comment. À ce niveau déjà, je vois que beaucoup de nos leaders, professeur Pognon, sont déjà éliminés par exemple. Non, ils ne sont pas éliminés. Ils trouvent simplement dans ce que je suis en train de dire des axes sur lesquels travailler pour s'améliorer. Rappelez-vous, nous devons identifier là où les gens sont, identifier là où ils doivent aller et tracer les passerelles. Ce que nous faisons dans cette émission, c'est tracer les passerelles. Personne n'est disqualifié, c'est que tout le monde, y compris Patrick Abampoyon, au travers de cette émission, est en train d'avoir des éléments pour s'améliorer. Cette réponse nous conduit tout droit, professeur Pognon, à la 3e définition du leadership selon vous, qui est un comportement. Expliquez-nous. Très bien. Vous savez, dans notre façon d'agir, notre façon de faire, notre façon de traiter les autres, notre façon de choisir nos collaborateurs, tout ça est du leadership. Vous allez constater que la plupart des monseigneurs marchent un peu courbés. En fait, c'est le comportement de leader qu'ils sont qui les amène à avoir cette démarche de sagesse. Ce n'est pas qu'ils sont tordus. La plupart, il y en a de très jeunes, mais qui marchent un peu courbés. Ensuite, si vous regardez le comportement, le langage, la démarche et autres des hommes de Dieu, je veux parler des cardinaux, je veux parler des évêques, je veux parler des prêtres. Oui, on a l'habitude de les critiquer sur beaucoup de plans, mais en termes de leadership, ils ont un comportement de leader. Vous allez difficilement les avoir dans les pièges qu'on trace souvent et que les gens tombent souvent dedans. Donc, le comportement du leader vis-à-vis de ses collaborateurs, vous aspirez à gouverner un peuple. Comment gouvernez-vous votre foyer? Vous aspirez à gouverner une nation. Comment gouvernez-vous vos collaborateurs? Vous aspirez à gouverner ceci. Vous savez, lorsqu'on me dit que quelqu'un veut être candidat aux élections présidentielles, je regarde la façon dont il parle à ses collaborateurs, la façon dont il se comporte vis-à-vis de ses collaborateurs. Je regarde le salaire qu'il donne à ses employés. Tout ça là est déterminant pour savoir s'il est un leader capable de gouverner. Le leadership, c'est ne pas parler beaucoup. C'est ne pas parler et donner des leçons à tout le monde. Non. Le leadership, c'est d'abord un rôle, ensuite une identité, ensuite un comportement. Le leadership est un comportement. Félix Houphouët-Boigny allait dire que la paix est un comportement. C'est ça, le leadership est un comportement. Lorsque vous définissez le leadership de cette façon, professeur Pognon, à qui pensez-vous en particulier, par exemple? Ah, je pense à Félix Houphouët-Boigny, et je pense à Nelson Mandela, je pense à El Hadj Omar Bongo. C'est des personnes qui connaissent leur importance et leur rôle. Je pense à ces hommes et femmes de valeur. Je vais vous donner un exemple très simple. Un jour, le président Sarkozy va en Afrique du Sud. À ce moment, il était président de la France. Il va en Afrique du Sud et en tant que président de la France, il veut rencontrer l'ancien président de l'Afrique du Sud qui est Nelson Mandela. Nelson Mandela, rappelez-vous, c'est un homme qui connaît son rôle de leader, qui connaît son identité, et qui a un comportement digne de qui il est. C'est un leader dont le comportement influence le monde, principalement les Africains, et il le sait. Alors le président Sarkozy dit qu'il veut le rencontrer. On en parle au président Nelson Mandela, qui ne voit pas en quoi cette audience lui apporte quelque chose à lui, à sa vision et à sa façon de faire les choses. Alors il refuse. Le président Sarkozy exige de ses collaborateurs qu'il ait cette audience où il risque de virer des gens. Alors les collaborateurs appellent El Hadj Omar Bongo, président du Gabon. Voilà encore quelqu'un qui connaît son rôle, qui connaît son identité et qui a un comportement de leader.
Alors, il exige d'abord, en contrepartie, des choses pour son pays. Je vais vous aider à rencontrer Nelson, mais vous devez d'abord accorder des choses à vos pays. Ça a été accordé. Il prend son téléphone maintenant, il appelle Nelson Mandela. Et il demande à Nelson Mandela d'accorder l'audience à Sarkozy. Et Nelson Mandela lui pose la question, mais qu'est-ce qu'il veut faire avec moi? Et il répond, je suis presque convaincu qu'il veut faire photo avec toi, pour que tout le monde sache qu'il a rencontré le grand Nelson Mandela. Il a donc donné énormément de choses au Gabon, juste pour faire une photo avec Nelson Mandela. Et ça, c'est important pour la vision de Nelson Mandela, montrer à l'Africain que quand il sait qui il est, il n'a pas besoin de vociférer, de protester pour être respecté. Citez-nous clairement, professeur Poulon, deux caractéristiques fortes des grands leaders, par exemple, comme Félix, comme Nelson Mandela. La première caractéristique, c'est qu'ils ont une vision affranchie. Autrement dit, ils ne disent pas les choses parce que tout le monde veut qu'ils disent ça. Ils ne disent pas les choses parce que tout le monde veut qu'ils disent ça. Je vais vous donner un exemple pratique. Un grand leader du Bénin, le professeur Albert Téouédré, paix à son âme, était dans une conférence de presse pour lancer le rapport du développement humain au plan mondial. Dans ce rapport, le Bénin était l'un des derniers de ce rapport. Alors, en tant que ministre du plan, il est venu pour lancer le rapport. Et les journalistes prennent la parole pour dire, professeur, nous sommes étonnés de vous voir venir lancer un rapport dont le Bénin est classé dans les derniers. Êtes-vous fiers de cette initiative que vous êtes en train de prendre? Et voilà la réponse du professeur Téouédré. Il dit, écoutez-moi bien. Les autres ont choisi les critères. C'est normal qu'ils soient les premiers. Ils ont choisi les critères qui les arrangent. Mais si nous choisissons comme critère le nombre de cérémonies d'enterrement, le nombre de fêtes les week-ends, le nombre de... bref, il a cité les choses dans lesquelles nous on est fort. Il dit, prenez-moi ces critères et dites-moi si le Bénin ne serait pas premier. Ils ont dit effectivement, le Bénin sera premier. Il dit alors, quand quelqu'un choisit ces critères, et ces critères font de lui un premier, vous ne devez pas avoir honte de ça. Autrement dit, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de dire, bien que ministre du plan, je ne suis pas obligé de penser comme le programme des Nations Unies pour le développement. C'est très important. Beaucoup d'experts, la plupart des experts se trompent parce qu'ils prennent ce qu'on leur a appris à l'école comme une vérité qu'on ne peut pas transgresser. Vous prenez par exemple les Nations Unies. Actuellement, l'opposition béninoise se plaint du représentant des Nations Unies en Afrique de l'Ouest parce qu'il a fait un rapport après son dernier passage au Bénin qui n'est pas conforme à la réalité. D'abord, lui-même, il n'a fait qu'appliquer ce que la diplomatie dit. Il aurait pu faire preuve d'un peu d'intelligence et sortir du schéma diplomatique pour faire ce qui est utile au Bénin, utile au gouvernant, utile aux deux parties. Il n'a pas fait. Cette fois-ci encore, il est allé au Bénin, il n'a fait qu'écouter les gens et il va aller faire rapport. Alors qu'il avait la possibilité de toujours intervenir. Bref, si nous restons sous, on a dit, c'est comme ça, ça se fait, nous ne pourrons pas être un leader. Un leader a une pensée affranchie. Il a une vision. Par rapport à cette vision, il a une conception des choses, il présente ça. On peut l'insulter aujourd'hui, mais demain, on saura s'il est un leader ou pas. La deuxième caractéristique des grands leaders, c'est ce qu'ils ont une pensée nuancée. Contrairement à l'être humain, qui a toujours tendance à avoir une pensée dichotomique, c'est-à-dire oui ou non, vrai ou faux. Vous voyez par exemple dans les pays africains, qu'est-ce que vous allez constater? La plupart des personnes sont contre le gouvernement ou pour le gouvernement. Non, ce n'est pas le comportement du leader. Il n'y a rien de... Nelson Mandela allait dire, le tout blanc n'existe pas. Le tout noir n'existe pas. Donc, celui qui dit que c'est tout est blanc et ment. Celui qui dit que tout est bleu et noir ment. Et le leader a une pensée nuancée. Je vous donne encore un exemple du professeur Albert Téouédré. Reçu sur le plateau du journal télévisé du Bénin, on lui pose la question suivante alors qu'il était opposant du président Nicéphore Soglo. Professeur, répondez-nous par un oui franc ou un non sincère. Si semaine prochaine, le président Soglo vous fait ministre, vous acceptez oui ou non? Voici la réponse du professeur Téouédré, qui vous a dit qu'il n'y a que le oui franc ou le non sincère. Il y a aussi peut-être. Voilà. Parce que le leader ne connaît pas demain. Il ne va pas donner une réponse aujourd'hui qui va le piéger demain. Je vous donne un exemple très simple. Et je le dis affectueusement par rapport au président Éric Ndete.
qui a juré de ne jamais rien faire avec le président Yahya Boni. Aujourd'hui, il est président du parti du président Yahya Boni. Donc vous comprenez que sans politique, il faut faire très attention. Si vous dites des choses de façon dichotomique, vous allez être piégé demain. Ne laissez la possibilité à ce que l'avenir vous surprenne. Mais si vous restez dans une lecture dichotomique, oui ou non, blanc ou noir, vrai ou faux, c'est pas le comportement des leaders, ils évitent ça. Je vais vous donner un autre exemple. On a demandé à Monseigneur Robert Sastre, paix à son âme, lorsque dans le Monokoufo, il y avait beaucoup de bandits qui volaient dans les maisons, amenaient des pères à violer leurs filles, des garçons à violer leur maman et leur grand-mère, et tout ça. Et l'armée n'arrivait à rien faire parce que les gars étaient avec des trucs mystiques. Il y a un monsieur dans le coin qui a fait une formation mystique et qui a commencé par les arrêter, les brûler. Alors on demande à Monseigneur Robert Sastre, qu'est-ce que vous pensez de ce monsieur? Et on s'attendait à ce qu'ils disent, la Bible a dit. Or, un leader a une pensée affranchie. Il dit, je pense ce que mes brebis pensent. Mes brebis pensent que ce monsieur est un sauveur, donc je pense qu'il est un sauveur. Et on lui demande, mais la Bible a dit, tu ne tueras point. Il dit, je vous ai pas dit que la Bible n'a pas dit ça. Je vous ai dit, ce que mes brebis pensent, c'est ça. Et en tant que berger, je pense comme mes brebis. Et le lendemain, maintenant, il reçoit le monsieur. Et il convainc maintenant le monsieur d'abandonner les tueries et de remettre à l'armée. Et il fait une conférence de presse pour dire, je viens de discuter avec mon ami et il a accepté de ne plus tuer quelqu'un et de remettre à l'armée. Entre lui et un homme soi-disant de Dieu qui serait venu avec, Dieu a dit ne tue point, il a tué, donc il est dans le péché. Entre les deux, qui a été leader, qui a amené l'autre à changer. Voilà le leadership. Parlant de panafricanisme, mon professeur Pognon, avant et après les indépendances, peut-on y voir l'influence de plusieurs types de leadership? Oui, avant les indépendances et juste après, le panafricanisme était tenté d'un leadership efficace. La preuve, les indépendances que nous avons obtenues, la preuve, le décollage au lendemain des indépendances que nous avons obtenues. Mais il est arrivé un moment où le panafricanisme a basculé dans l'émotion, a quitté la réflexion et l'action. Je vais vous donner un exemple très simple. Lorsque les pères fondateurs du panafricanisme voulaient les indépendances en Afrique, il y a eu un Marcus Garvey qui a dit, il faut de l'argent, il faut les moyens de communication. Sans ça, nous ne pouvons pas. Il ne s'agit pas de vociférer. Il faut conquérir les outils d'indépendance, les outils qui nous permettent d'avoir le panafricanisme. C'est pour ça qu'il a créé plusieurs médias, presse écrite, radio et autres, pour avoir la voix du panafricanisme. Aujourd'hui, demandez à la plupart de nos panafricanistes qu'est-ce qu'ils ont créé comme instrument pour pouvoir conquérir la liberté, conquérir le pouvoir. Ensuite, ils créent une compagnie maritime pour permettre non seulement de transporter les Afros, mais en plus de ça, de gagner de l'argent pour la cause. Et donc, ces gens avaient un rôle, ils avaient une identité, ils avaient un comportement qui leur a permis d'engranger les victoires qu'ils ont engrangées. Aujourd'hui, vous allez constater que le panafricanisme est en perte de vitesse. Pour la plupart, nous sommes rentrés dans l'émotion. On est pour ou contre. Les autres sont mauvais, nous on est bons. C'est une pensée dichotomique qui ne permet pas de construire l'avenir. Mesdames et messieurs, nous allons marquer une courte pause publicitaire avant de revenir sur ce plateau pour continuer avec le professeur émérite Patrick Armand-Pognon. Afrique Stratégie. Afrique Stratégie. Une émission 100% africaine. Politique, diplomatie, tactique, consulting, l'art de la gestion. Avec le stratège par excellence, le coach Patrick Armand-Pognon. Retour sur ce plateau, c'était un tour à la régie avec nos réalisateurs, mesdames et messieurs. Nous sommes avec le coach Patrick Armand-Pognon, professeur émérite en coaching et développement intégral. Professeur, parlons concret. En quoi le leadership peut améliorer la gouvernance de nos partis politiques et de nos nations? Comme je l'ai dit, lorsque dans un parti politique, nous savons le rôle que nous avons à jouer, nous passons beaucoup plus de temps à réfléchir à qu'est-ce que le peuple veut pour demain, ce dont le peuple a besoin. Et nous travaillons à construire les passerelles. Vous comprenez qu'en étant occupé nécessairement dans le rôle, on n'a plus le temps d'insulter l'autre. Ensuite, quand je prends l'identité, je suis conscient du fait que j'ai un rôle à jouer dans le devenir de la nation. Alors, je sais où mettre les pieds pour que la vision puisse être portée. Je vais vous donner un exemple très simple. Lorsqu'on a dit à Nelson Mandela, pourquoi tu donnes de la considération à des gens
qui te veulent, qui ont tué tes collaborateurs, qui ont failli te tuer et qui t'ont massacré tout le temps, qui t'ont mis en prison. Il dit parce qu'ils ont toujours les armes, ils ont toujours l'argent. Si je ne fais pas comme ça, ils vont me tuer. En me tuant, la vision ne sera pas portée. J'incarne une vision. Cette vision ne me permet pas de prendre des risques inutiles. Donc, vous comprenez que si nous arrivons à la tête de nos partis, et j'ai parlé tout à l'heure de pensée affranchie, pensée nuancée. Ça veut dire quoi? Je suis dans un groupe de partis politiques. Tout le monde se trompe, j'ai le devoir de leur dire, vous vous trompez. Tout le monde se trompe, j'ai le devoir de leur dire, vous vous trompez. Que ce soit le chef ou un seul membre, j'ai le devoir de dire aux gens, vous vous trompez. C'est très important dans la gouvernance de nos partis, qui sont un maillon de la nation. Celui qui ne peut pas déjà mettre de l'ordre dans son parti, comment voulez-vous qu'il mette de l'ordre dans la nation? Donc c'est très important que nous puissions comprendre que si nous ne prenons pas un type de leadership favorable à l'émergence des bonnes idées, à l'émergence des bonnes pratiques, à l'émergence des valeurs et tout ça, nous ne pouvons pas gouverner une nation si nous n'arrivons pas à gouverner un parti politique. Vous parlez quand même d'un type de leadership authentique, professeur Bouillon. Est-ce qu'on peut rêver à la tête de nos partis politiques et surtout de nos nations? Par exemple, un leadership de ce type, comme vous avez décrit dans cette Oui. C'est pourquoi cette émission se veut pédagogique. Non pas juger quelqu'un, mais donner envie aux gens d'en apprendre, de se cultiver pour améliorer leur façon de faire. Un leader totalement bon n'existe pas. Un leader totalement mauvais n'existe pas. Il y a toujours, chacun est sur un chemin, une échelle, sur le chemin du leadership. Et nous pourrons nous améliorer pour avancer et gagner. Je vais vous donner un exemple très simple. En 2007, je crois, j'ai été sollicité par l'équipe du président Ibeka du Mali pour l'accompagner pour les élections. Ce que je lui ai dit le jour-là, il n'était pas d'accord. Donc, on ne s'est pas entendu. Quelques années plus tard, c'est ce que je lui ai dit. On n'était pas d'accord qu'il a appliqué pour gagner les élections. Donc, vous comprenez que il est important et essentiel que nous puissions croire en chacun. Je suis coach et dans le métier de coach, il est dit ceci. Si vous ne croyez pas en votre client, il ne sert à rien de travailler avec lui. Je crois en la capacité de l'Africain de développer un leadership favorable à l'émergence de notre nation et nous allons travailler à ça pour y arriver. Professeur Pouillon, je sais que vous n'aimez pas parler de personnes, mais plutôt des idées. Néanmoins, il y a un intellectuel béninois qui vous fascine, que vous respectez beaucoup, mais qui depuis peu est considéré par son parti comme un traître. Je vais nommer le professeur Topano. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Vous savez, si vous prenez la définition que j'ai donnée du leadership jusqu'à présent, vous comprenez donc que le traité du traître, c'est donc avoir une lecture dichotomique des choses. Et donc, ceux qui le traitent de traître ont besoin d'en apprendre sur le leadership pour s'améliorer. Mais je vais aller plus loin. Je me rappelle, j'étais à Parakou pour animer un séminaire et le professeur Topano était venu animer un séminaire avant moi. Et il a l'humilité des grands hommes d'attendre et de suivre ma prestation. Il aurait pu faire comme tout le monde a tendance à le faire, surtout les intellectuels, courir et partir juste après sa communication. Mais il a accepté de se mettre dans le rôle d'élève et d'en apprendre. Et le jour-là, je disais exactement ceci. Le président Patrice Talon se trompe et se trompe dangereusement. Mais si nous passons tout le temps à l'attaquer, au lieu de l'aider à comprendre en quoi il se trompe, nous allons tous payer les conséquences. Je voudrais que les intellectuels avisés puissent étudier ce qui ne va pas et porter des analyses profondes sur ce qui ne va pas, permettant à cet homme d'État, de savoir ce qui ne va pas et corriger. Quelques jours après, j'ai vu le président Patrice Talon recevoir en audience le professeur Topano. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais j'ai commencé par constater quoi? Une inflexion des erreurs. J'ai commencé par voir des changements dans le bon sens des termes. J'ai commencé par voir des améliorations. Autrement dit, le professeur Topano et ceux comme lui qui ont accepté de ne pas avoir une lecture dichotomique, c'est bon, c'est mauvais, sont allés pour apporter leur contribution afin que cela puisse s'améliorer. Si c'est ça la trahison, alors Nelson Mandela était traître. Si c'est ça la trahison, alors tous les grands du monde sont des traîtres. Alors si ce n'est pas ça la trahison, alors il n'a trahi personne. De toutes les façons, l'avenir nous dira si le professeur Topano a raison de contribuer à la gouvernance de son pays ou s'il a tort d'aller contribuer à la gouvernance. Je voudrais dire ceci. Tous ceux qui disent que la gouvernance actuelle du Bénin est mauvaise n'ont pas une lecture autre que dichotomique des choses. Et donc,
n'ont pas encore atteint le rôle de grand leader. De la même manière, ceux qui disent que tout est bon font la même erreur. Et le président, tout leader a besoin de faire très attention à toute personne autour de lui qui dit tout est bon ou qui dit tout est mauvais. Celui qui dit tout est bon n'a pas d'objectivité et celui qui dit tout est mauvais n'a aussi pas d'objectivité parce que le tout noir n'existe pas et le tout blanc n'existe pas. Le professeur Topano fait partie, jusqu'à preuve du contraire, des hommes qui m'inspirent et qui incarnent le type de leadership qu'il faut pour nos nations. Parlons de ça pour le coach Patrick Armand-Pognon. Quel leadership faut-il au Bénin en ce moment? Ah, celui qu'on a décrit, celui dont on a parlé, c'est ce type de leadership qu'il faut au Bénin. Autrement dit, chaque Béninois d'origine, chaque Béninois, y compris Patrick Armand-Pognon, doit améliorer quelque chose dans son type de leadership, dans son rôle de leader, dans son identité de leader, dans son comportement de leader. Nous devons tous apprendre et s'améliorer pour le bien de l'humanité. Vous lancez dans une semaine une licence en coaching intégral, coach Pognon. Quel rôle ces coachs en formation peuvent-ils jouer dans les partis politiques, dans la gouvernance des nations africaines? Un très grand rôle, et je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, autour de nos hommes d'État, il y a des conseillers. Donc des gens qui donnent des points de vue. Points de vue qui parfois s'opposent au point de vue de l'homme d'État. Ou parfois vont dans le même sens. Or, si vous venez ce que je viens de vous dire, le tout noir n'existe pas, le tout blanc n'existe pas, et personne ne détient la vérité ou la science infuse. Ce qu'il faut, c'est des coachs qui, en lieu et place de dire ce qu'il faut, éclairent le dirigeant pour décider lui-même. L'éclair pour décider. Ne lui disent pas. Parce qu'il est dans une fonction où il voit des choses que nous ne voyons pas. Alors nous ne pouvons pas lui dire ce qu'il faut parce que nous ne voyons pas tout. Donc le rôle d'un coach est d'attirer l'attention sur d'autres conséquences, d'autres aspects. Je vais vous donner un exemple très simple. Lorsque Barack Obama était candidat pour les primaires, il était face à Hillary Clinton. Et le couple Clinton a sorti les dossiers sales sur Obama. Résultat, les sondages montent en faveur de Hillary. Alors, le président Obama rassemble ses conseillers et demande à ses conseillers qu'est-ce qu'il faut faire. À l'unanimité, ils ont dit, nous aussi, nous avons des dossiers sales sur les Clinton. Nous devons prendre les dossiers sales et publier aussi. Alors, il se retourne vers son coach, David Alcirod, qui lui pose la question suivante, qui dit au président, permettez-moi de discuter avec vos conseillers avant de vous revenir. Le président dit d'accord. Et devant le président, il demande aux conseillers, pouvons-nous gagner les élections présidentielles prochaines si nous ne gagnons pas la Floride? Ils ont dit non. Pouvons-nous gagner la Floride sans les Clinton? Ils ont dit non. Est-ce que ça vaut la peine de gagner les primaires et perdre les présidentielles? Ils ont dit non. Est-ce que les Clinton accepteraient de nous aider si nous sortons les dossiers sales sur eux? Ils ont dit non. Est-ce que nous devons sortir les dossiers sales sur les Clinton? Ils ont dit non. Il dit, monsieur le président, vos conseillers à l'unanimité disent que nous ne devons pas sortir les dossiers sales sur les Clinton. Voilà le rôle d'un coach auprès d'un homme d'État. Le rôle d'un coach auprès d'un décideur. C'est amener les personnes qui se trompent à avoir une autre lecture des choses pour ne plus se tromper. Ce rôle est nécessaire dans la gouvernance dans nos nations. Celui qui connaît tout auprès d'un chef d'État a un problème pour le chef de l'État parce qu'il pense connaître et il se trompe très souvent lamentablement. Je vais aller encore plus loin. Lorsque Nelson Mandela conduit son équipe à la Coupe du Monde de rugby et on dit, tous les experts disent à l'unanimité que l'équipe de rugby de l'Afrique du Sud ne peut pas dépasser les quarts de finale. Voici la réponse de Nelson Mandela. Tous les experts ont dit que je vais mourir en prison. Oh, je suis président. Ils se sont trompés lamentablement. De la même manière, ils se trompent en disant que nous ne pouvons pas dépasser les quarts de finale. Nous allons dépasser les quarts de finale parce que nous allons trouver une raison de dépasser les quarts de finale. Et il dit, en finale, combien de personnes vont nous suivre? On dit 1 milliard de personnes dans le monde. Il dit donc 1 milliard de personnes vont regarder ma nation arc-en-ciel. Ça là, je ne peux pas rater ça. Nous devons y être parce que nous avons quelque chose à apporter au monde. Il a inscrit ça dans la vision. Il est allé en finale. Il a pris la Coupe du Monde. Méfiez-vous de ceux qui connaissent tout parce que ils se trompent. Ils se trompent parce qu'ils sont accrochés sur des connaissances qui sont dépassées. Les choses changent chaque jour. Il faut rester flexible pour pouvoir changer avec les événements. Nous allons clôturer cette émission par votre exhortation et justement votre mot de fin. Je voudrais dire à chacun et tous
Le but de l'émission que nous sommes en train de faire, Afrique Stratégie, n'est pas de donner des leçons. Non, nous aussi, nous apprenons tous les jours. Vos commentaires vont nous permettre de nous améliorer. Mais ce n'est que le début de commencement d'une révolution en Afrique qui va nous permettre d'avoir des Africains stratèges, c'est-à-dire qui sont dans la réflexion et l'action et qui laissent l'émotion de côté. L'émotion ne permet à personne de réussir quoi que ce soit. Mais la réflexion et l'action stratégique nous permettra de reprendre le leadership mondial parce que le jour où l'Afrique prendra le leadership mondial, le monde sera on ne peut plus mieux. Je voudrais donc vous inviter à ne pas rater les rendez-vous de l'émission Afrique Stratégie parce qu'ensemble, nous allons faire gagner l'Afrique. Merci, professeur. Merci. Et voilà qui vient mettre un terme à cette nouvelle émission spéciale de ce lundi 15 février 2021. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis de bout en bout. Remerciements à toute l'équipe de réalisation. Mesdames et messieurs, à très bientôt pour de nouvelles émissions.